bonjour à tous. Quelques jours après l'annonce présidentielle sur la poursuite des opérations de sécurisation dans les régions anglophones, la presse a plutôt constaté des regains de tension dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Des journaux d'expression anglaise n'ont pas mâché leurs mots. C'est un véritable carnage vécu dans les départements de la Mémé et la Magnou, devenu le théâtre des affrontements entre assaillants non identifiés et l'armée camerounaise. Cette escalade de violence a impacté sur les populations prises au piège d'une guerre sans merci. Elles sont déjà près de 10 000 à avoir trouvé refuge au Nigeria face à cette crise humanitaire et ce cycle infernal de la violence. La colère du cardinal émérite Christian Toumi a contraint le gouvernement à briser le silence tout en excluant un quelconque dialogue avec des sécessionnistes qualifiés de terroristes. Quelles sont les conséquences de cette impasse observée dans la crise sociopolitique anglophone? Avec cette nouvelle zone de conflit, le Cameroun entre dans la liste des pays où les risques d'instabilité préoccupent l'Union africaine. D'ailleurs, des dirigeants africains et des chefs de gouvernement doivent se pencher sur un fléau qui mine le continent, à savoir la corruption. C'est le thème du 30e sommet de l'Union africaine qui s'ouvre ce week-end. Au-delà des questions de bonne gouvernance économique et financière et de restructuration de l'Union africaine, la volonté politique de cette institution n'est pas toujours en phase avec la volonté des populations africaines. Toutes ces problématiques sont le fil Ariane de l'émission Droit de réponse. Vous l'avez compris, cette émission consacrée aux faits saillants de l'actualité décryptés dans la presse cette semaine. Avant de lever un coin de voile sur les directeurs de publication des journaux, hommes politiques, également leaders d'opinion invités sur ce plateau, je vous propose d'abord la revue de presse dominicale. Et sur ce plateau avec nous, Donald Anouzoua. Bonjour Donald. Bonjour Cédric Noufélé, bonjour chers téléspectateurs. Quelle est la quintessence des faits brûlants d'actualité traités dans la presse cette semaine? Cédric Noufélé, il faut relever de prime abord que les journaux ont respecté leur fréquence de parution cette semaine et les rédacteurs de Droit des réponses qui sont restés attentifs face aux différentes publications ont retenu quelques faits saillants traités en amont par la presse. S'agissant du climat sécuritaire inconfortable qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'on relève que les parutions d'obédience francophone n'ont pas fait large écho de l'escalade de violence enregistrée dans ces parties du Cameroun. Et ce, contrairement aux journaux d'expression anglaise qui ont servi aux lecteurs des informations relatives à la crise anglophone. The Guardian Post, dans sa parution du 26 janvier, va parler de ces attaques simultanées à Kumbo et Kok qui ont fait des victimes parmi les forces de l'ordre. Le journal fait également savoir que sur environ 60 attaques suicides enregistrées dans les régions anglophones en 2017, 90% de ces actes terroristes ont été perpétrés par des jeunes, sinon des mineurs. The Post en kiosque cette semaine renseigne toujours au sujet de la crise anglophone que le ministre de la Communication par voie des médias conseille au cardinal Christian Toumi d'être prudent au risque de se faire instrumentaliser par les sécessionnistes. La réaction de Issa Chiroma Bakari sur les antennes de Radio France Internationale est une réponse à la dénonciation faite par le cardinal qui accuse les forces de sécurité d'avoir commis des actes graves contre les populations dans le cadre des opérations de maintien de la paix dans les régions anglophones. Dans l'ensemble, la presse n'a pas seulement servi aux lecteurs des sujets relatifs à la crise anglophone. La Nouvelle Expression, dans sa parution du 23 janvier, parle du port autonome des Kribi. Le quotidien La Rue Jameau fait savoir que la sortie du Premier ministre complique le lancement effectif des activités du port alors que les premiers bateaux ont mis le cap sur Kribi. Du côté du top manager de l'instance portuaire, l'on affirme que la faillite du groupement Cap et Monécotrans ne pourra pas influencer le financement du port autonome de Douala. Au risque de se faire de perdre sa plume dans les eaux profondes du port autonome de Kribi, certains journaux ont préféré s'interroger sur le plan triennal jeune, spécial jeune, tout en interrogeant les difficultés de la concrétisation de la promesse du chef de l'État. Et c'est le quotidien de l'économie qui donne le ton. Le journal de la valeur ajoutée indique que depuis l'annonce du président de la République le 10 février 2016, le niveau de décaissement des financements de ce programme n'est que de 3,2% en cette deuxième année de mise en œuvre. Une approche du plan triennal
contesté par le journal, par Cameroun Tribune, qui fait donc savoir que les premiers financements sont déjà disponibles d'un coût de plus de 3 milliards de francs CFA. Les 2150 premiers projets bénéficiaires seront lancés dans les prochains jours. Stop et fin de la revue. Ces sujets et bien d'autres font le menu de votre festin intellectuel dominical. Merci Donald Anouzoua de nous avoir rafraîchi la mémoire. À présent, place aux 4 panélistes invités de marque sur droit de réponse. Je reçois sur ce plateau Jean-Baptiste Sipa, éditorialiste, militant des droits de l'homme au sein de la dynamique citoyenne. Bonjour et bienvenue. Bonjour Cédric et bonjour à nos téléspectateurs. Également présent sur ce plateau Faustin Dicam, directeur de publication du journal La Tribune d'Afrique. Faustin, bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à tous nos copanélistes. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous écoutent. C'est toujours un plaisir pour moi d'être invité à Quoi de Réponse. Et le troisième panéliste sur ce plateau, Aïssi Bessala, bonjour. Bonjour, je suis heureux enfin d'être présent dans ce plateau. Ça fait un bon bout. On ne me voyait pas, on ne m'invitait pas. Je suis très heureux. Alors je précise que vous êtes un militant du RDPC, ancien maire à Douala 5e. Vous êtes également sur ce plateau. Et le 4e panéliste que nous recevons, c'est Maître Akbor Congo. Bonjour. Bonjour monsieur, good morning televiewers. Thanks for having me on the panel. Je précise que vous êtes avocat au barreau du Cameroun, président de l'association des avocats du département du FACO. Vous dirigez le Centre africain pour les droits de l'homme et la démocratie. Vous avez également dirigé un consortium de la société civile au début de la crise anglophone. Mesdames, messieurs, vous avez suivi cette revue de presse dominicale avec l'intérêt que les journaux d'expression anglaise ont accordé à l'escalade de la violence dans certains départements de la région du Sud-Ouest. Et je commence avec vous, Maître Akbor Congo, sur cette escalade de violence qui a été décrit dans la presse, notamment les journaux d'expression anglaise. Quelle est la situation exacte dans la région du Sud-Ouest, notamment dans les départements où il a été signalé des affrontements entre assaillants et les forces armées camerounaises? The situation is very tense on the ground. It's extremely tough. When you follow the press, especially the English-speaking press, which covers it extensively, you can tell that we are in a very dire situation. Both the government forces and those who are clamoring for independence are at each other's neck. We hope and pray, especially those of us who live in this part of the country, we hope and pray that life would come back to normal. Things are becoming very dangerous. Economic life is becoming very expensive because of the fact that there's a crisis, so some basic goods and services and commodities cannot be affordable. We hope that not only the English-speaking press, but also the French press, some of them have been doing a wonderful job. The situation affecting the Southwest and the Northwest is a situation that affects the entire nation. It shouldn't be limited only to the press of the English-speaking expression. Because if you follow some of the press in French-speaking Cameroon, they're not doing a lot to cover what is happening. What is happening in the Southwest and the Northwest might also happen in the West, in Littoral, and in Center. So if we don't look at it from a very holistic angle, if we think that it's a problem that touches and concerns only those in the Southwest and Northwest, and it doesn't affect us in Douala, Yaoundé, then we are making an error. Because what affects one part of the country, logically, is supposed to affect the other parts of the country. So not only the press, but the politicians, the civil society, Mr. Sipa. As a young man who I used to follow you, I want to say it's an honor to be on the same panel with you. But we expect the civil society across the Mongo to be more active, to do a lot. For those of us in the southern Cameroons, we feel that we are being abandoned by the civil society, the politicians, and the press in the other side of the Mongo. Justement, vous avez suivi, Jean-Baptiste Sipa, la description de cette situation avec une crise humanitaire qui s'aggrave dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Le HCR parle de près de 10 000 Camerounais ayant trouvé refuge au Nigeria, et la perception que l'on a cette semaine, c'est que c'est plus les journaux d'expression anglaise qui se sont attardés sur cette nouvelle escalade de violence. Certes, quelques journaux et quotidiens camerounais d'expression francophone ont relayé des séries d'incendies à Bamenda, et la nouvelle expression qui a fait également grand cas de cette situation dans les régions anglophones. Comment comprendre ce contraste? Est-ce que les Camerounais ne mesurent pas
la gravité de la situation dans les régions anglophones? À la décharge de la presse, de manière globale, je dois dire que c'est normal que la presse anglophone en parle mieux, parce que c'est une situation de proximité. Eux, ils sont là-bas sur place. Il me semble que la presse francophone n'a pas, ou soit parce qu'elle n'a pas les moyens, soit parce qu'elle ne veut pas, soit parce que les gens ont peur. Vous savez, dans ce genre de situation, il arrive qu'on ait peur. Mais il me semble que la presse francophone n'est pas suffisamment proche de l'événement pour en parler de la même manière que la presse anglophone, pour qui c'est le factuel, c'est tous les jours, n'est-ce pas? Mais ceci n'empêche pas à la presse francophone quand même de faire des analyses, même à partir d'autres journaux. Je suppose que la presse francophone sait lire la presse anglophone, et comme il n'est pas interdit de relayer son confrère ou de l'écouter, je pense que la presse francophone devrait faire un meilleur effort pour aller en profondeur dans l'analyse de ce qui se passe là-bas, en informer les Camerounais et même influencer le gouvernement. Parce que dans cette crise-là, le vrai problème de fond, c'est que depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement camerounais semble prendre des choses un peu de haut. Je n'ai pas vraiment l'impression qu'il a le souci de résoudre un problème. Et ça se ressent aussi dans l'attitude des personnes qui, de ce côté, du côté francophone, ne sont pas toujours informées. L'information ne circule pas. Je crois que vous avez entendu, lors du discours du chef de l'État, le 31 décembre, après les commentaires qui ont suivi, vous avez entendu un ministre d'État camerounais avouer que même les mesures qui ont été prises pour répondre aux revendications des corporatistes ou corporatistes des anglophones n'ont pas été publiées, n'ont pas été diffusées. Alors, c'est exactement la même chose avec ce qui se passe sur le terrain. On n'est pas informé. Nous savons très bien qu'il y a des Camerounais qui sont à l'extérieur. Le HR parle de 10 000 personnes. Les organisations de la société civile qui sont sur place parlent de 42 000 personnes qui sont à l'extérieur du Cameroun. Et là, on ne parle pas de ceux qui ont fui, qui se sont déplacés à l'intérieur, qui vivent dans les églises bâtiments, et dans les forêts, parce qu'ils ne peuvent plus rester chez eux. Toutes ces choses-là ne sont pas relayées ici. Les gens ne sont pas informés. Et c'est donc normal que la réaction soit mitigée. Justement, sur le théâtre de cette crise anglophone, le chef de l'État avait annoncé la poursuite des opérations de sécurisation des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Faustin Ndjikam, est-ce que ce regain de tension observé dans le nord-ouest et le sud-ouest remet en cause l'option militaire choisie par le gouvernement? Tout à fait. Pardon. Je pense que j'ai écouté très attentivement l'intervention de mon ami Maître Congo, et c'est toujours douloureux, n'est-ce pas, pour un journaliste d'apprendre qu'il y a eu encore des morts d'hommes de cette manière-là, qu'il y a eu des gens qui ont dû quitter leur pays pour un autre pays parce que les conditions ne leur permettent plus de vivre là. On n'aurait pas dû arriver à ce genre d'escalade si nous avions été tous sérieux. Quand je parle de tous, je parle du gouvernement, je parle de ceux qui sont à l'avant-garde de cette crise, et je parle aussi de nous-mêmes, les journalistes. Je voudrais d'emblée lever d'abord l'équivoque pour dire que je ne suis pas d'accord qu'on parle d'un problème anglophone au Cameroun. Moi je dis, ce problème, c'est un problème qui concerne les compatriotes d'un coin de notre pays, donc il y a un problème qui nous regarde tous. Lorsqu'on dit problème crise anglophone, on a l'impression que nous autres, nous sommes hors de cette crise. Mais la perception au centre de l'opinion, non, écoutez, je vais vous dire, indifférence vis-à-vis de cette situation que vivent les Camerounais dans cette partie du pays. Ce que vous dites, c'est vrai. Mais le problème, c'est que ce qui a été posé comme revendication par certaines corporations, je crois la corporation des avocats et des enseignants,
n'est pas différent des problèmes que nous posons ici dans la zone anglophone, dans les zones francophones de nos conditions de vie. Il ne faut pas confondre ce genre de problèmes posés dès le départ à des problèmes que les indépendantistes derrière le SNC ont toujours posés. Vous savez que les indépendantistes anglophones ont toujours posé ce problème depuis les lendemains des signatures des accords sur la réunification. Donc moi je pense que c'est deux problèmes différents. Et les revendications corporatistes sont venues juste mettre un peu du feu à ce que les sécessionnistes de cette partie de notre pays mettaient en pratique depuis un certain nombre d'années. N'oubliez pas que depuis, même avant qu'on en arrive à parler de décentralisation, avant qu'on en arrive à parler de cette crise qui va s'envenimer, les sécessionnistes derrière le SNC étaient toujours d'astreinte. Et à chaque fois, je crois que c'était chaque fois qu'on s'approchait du 1er octobre, il y avait toujours des manifestations. Donc ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé. Et je me dis que si nous avions eu une vision politique, une volonté politique qui amenait tout le monde sur la table de dialogue, on n'en serait pas arrivé à ce genre d'escalade. Justement, c'est pour cela que je voudrais vous attirer votre attention sur le fait que cette crise aujourd'hui, qui fait déjà beaucoup de morts et beaucoup de réfugiés, de Camerounais qui partent ailleurs, ne peut pas laisser le reste des Camerounais indifférents. Nous, par exemple, nous sommes frontaliers. Moi, je suis originaire d'un département qui est frontalier à cette zone du pays. Vous voyez, quand vous êtes dans le département du Nou, dans l'arrondissement de Bangourène, après l'arrondissement de Bangourène, vous êtes au cœur de la zone anglophone. Je crois que vous êtes là vers Kumbo, déjà. Donc ça veut dire que les francophones de ce côté, qui sont Bamoun et autres, ressentent les conséquences de cette guerre, même s'ils ne sont pas directement impliqués. C'est pour ça que je dis que c'est une guerre qui concerne tout le monde. Justement, nous devons nous asseoir. Avant qu'on arrive à l'étape des solutions concernant cette crise anglophone, Maître Agbor Congo, comment vous appréciez les opérations de sécurisation annoncées par le chef de l'État dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour, en principe, selon le gouvernement, protéger les populations et préserver l'intégrité du territoire? This is a political problem, and we would only have a solution through a political solution. The military, it's difficult for the military to win the minds and hearts of the people of this part of the country. Et pour quelle raison? Because the people see the military as a force of occupation. They see the military as the oppressors, as the suppressors, and those who violate their rights. Most of them, when you go to the ground and you talk to most of the people, they have run away from their homes because of the repression by the military. That is a fact. So how would this same military win? Mais le gouvernement estime que les forces de l'armée camerounaise sont là pour protéger les populations, pour neutraliser les assaillants et non pour aller à l'encontre. Vous pouvez protéger la population, n'est-ce pas? Mais aussi tu dois faire ça dans une manière que tu dois respecter les droits de l'homme. Parce que quand tu commences à tuer les gens, hein, when you burn houses, okay, when you destroy crops, when you arrest people, any able male on the street, you are not protecting the territorial integrity. Est-ce que vous avez you are not une confusion sur le théâtre des affrontements? Est-ce qu'il y a des preuves matérielles sur ces exactions que vous avancez? It's just the same. I would ask you if you have any proof that the killings are done by those clamoring for independence. If you've been on the ground, and I have been on the ground, I've been to the regions, I mean in the Umojok area, you talk to people, I have people recorded, I have video where I've spoken to people, that they are complaining. I'll give you an example. There is a checkpoint in the Umojok area, okay? People cross there to go to their farms. When you cross, you have to show your ID. Somebody goes to his farm, going to his farm with his ID. He misplaces his ID. He gets to that checkpoint, he's arrested. Or he has to pay money. You antagonize the people. The forces of law and order are supposed to be there to protect the people. But what they are doing, they are terrorizing the civilian population. And when you terrorize the people, how do you expect these very people to come back when you tell them to come? That is the more reason why we need to involve the civil society. We need to look at this
problem from a very holistic angle. It's not just about the military. Yes, there might be a military component of it, but you need to ensure that when the minds are at, this is a political problem and we need a political solution to the problem. Justement, Aïssi Bessala, vous qui êtes militant du RDPC, est-ce que le président de la République s'est finalement trompé de stratégie en choisissant, en privilégiant l'option de sécurisation de ces régions anglophones, vu l'impact et l'influence que ça a sur les populations? J'ai suivi des mots par-ci, par-là, mais j'ai retenu le mot guerre. Quand il y a guerre quelque part, il y a quelqu'un qui a commencé. Et surtout, quand il s'agit de pays, c'est un pays qui est attaqué et ce pays est obligé de se défendre. Dans ce cas, si on revient en arrière, les forces de maintien de l'ordre n'ont pas commencé à tuer entre griffes les gens. Non. Et personne, y compris le cardinal, n'a jamais dit que arrêtez, vous tuez les gens chez moi, vous jetez des bombes dans des écoles catholiques. Il n'a jamais dit ça. Mais lorsque l'armée régulière du pays réagit pour protéger l'intégrité de notre territoire, protéger les biens et les individus, c'est en ce moment-là que les gens de bonne volonté disent qu'on tue les gens. Il faut cesser ça. Le Cameroun est une république reconnue par le monde. Et là où il y a les terroristes, on ne fait pas ce que nous faisons. C'est-à-dire, personne ne voit pas que les terroristes ne sont l'ami de personne. Et ne peuvent s'arrêter que s'ils trouvent un mur en béton plus puissant que ce qu'ils font. Alors, ne faisons pas que c'est la blague. Non. Les terroristes, le mot est déjà dit. Nous avons encore des terroristes qu'on appelle Boko Haram. Nous voyons comment ils agissent. Quand cela commence à être dompté, tout de suite, c'est d'autres terroristes qui sont des sécessionnistes qui veulent diviser le pays en morceaux. Et on fait comme si c'est un jeu. L'armée, le chef de l'État, a le droit de protéger les frontières, de protéger les biens, les individus. Je ne vois pas autre chose. Justement, l'armée qui vient protéger les populations et préserver l'intégrité du territoire, c'est le discours du gouvernement, c'est l'option choisie par le président de la République, mais Jean-Baptiste Sipa, les tensions persistent et la violence continue de connaître une recrudescence qui inquiète l'opinion nationale. Défendre l'intégrité du territoire, sécuriser les populations, c'est ça. La double expression utilisée par le gouvernement dans cette situation. Pour défendre l'intégrité du territoire, il faut qu'il y ait un ennemi en face qui remet en cause l'intégrité de ce territoire. Si on prend ce cas de figure et qu'on considère les sécessionnistes comme ceux qui remettent en cause l'intégrité du territoire, ce sont des gens connus par le gouvernement depuis 1961. Ils se sont affirmés comme tels. Ils existent comme tels. Et le gouvernement avait la latitude de 1961 à 2016 pour résoudre le problème avec eux. Deuxième volet de cette première hypothèse, si vous voulez défendre l'intégrité de votre territoire contre un ennemi, qui soit interne ou externe, la première chose, c'est de faire en sorte que ce combat de défense du territoire soit un combat de la population, un combat des compatriotes qui habitent le territoire que vous défendez. Pas seulement un combat de l'armée, parce que l'armée, en dehors de la population, n'est qu'un instrument, ce n'est pas un peuple. Ça, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce qu'on appelle la défense de l'intégrité du territoire. Maintenant, s'agissant de la sécurisation de la population. Dans une situation où vous avez une population prise entre l'enclume et le marteau, l'enclume étant les sécessionnistes, le marteau étant la répression, les forces de l'ordre, comme on dit, aux mains du gouvernement, pour sécuriser le territoire, la première chose à faire, c'est de distinguer entre la population et les sécessionnistes que vous voulez réduire. Bon, dans le cas de figure, ce qui se passe, c'est quoi? Que ce soit dans le discours du chef de l'État ou dans le comportement des forces armées,
on fait comme si toutes les populations anglophones du nord-ouest et du sud-ouest étaient des sécessionnistes. C'est pas vrai. Les sécessionnistes sont connus depuis 1961. Ils sont différents de la population anglophone. Voilà. Et la population anglophone a des revendications en matière de gouvernance. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement choisit la facilité seulement de descendre et de bombarder, de raser tout le monde indistinctement? Justement, le cardinal... Est-ce que c'est ça l'apaisement? Le cardinal émérite Christian Toumi s'est rendu à Kumbo pour toucher du doigt la réalité de cette crise. Et selon la presse, il a condamné l'option militaire qui, selon lui, provoque un cycle infernal de violence. Pour le cardinal, le chef de l'État n'est pas informé de la réalité de la crise anglophone. Maître Akbar Congo, est-ce que vous partagez ce point de vue? Le chef de l'État n'est pas informé de la situation, raison pour laquelle il a peut-être choisi l'option militaire. S'il était au courant, il serait en train de choisir une autre option? No, you see, I am not a fan of this thing that they blame everybody apart from the president. He is the head of state. The superior subordinate relationship in international criminal law is to the effect that he has to be aware of what is going on. If he's not aware, then he has a problem as a leader. We are tired of every time we say the president is not, who is misleading him? If you appoint your ministers and they don't tell you the right thing, it means you have a problem in the people you choose. I think the president is aware, but I think that forces working with him, those who don't want us to have a solution, you know, the radicals or the hardcores in his regime who are benefiting from what is going on, because it's a business, let's not forget. People are making money out of it. And because the belief that no inch of this territory, they don't want to lose any inch of the territory for no reason. They don't want to talk to people. And when you start having somebody on a panel who uses the word terrorist to describe people who are fighting for the rights of their people, it shows the mindset of leadership. It shows the mindset of the ruling party. I was brandished a terrorist. It's easy to call somebody a terrorist, but it doesn't help in us finding a solution. Are they really terrorists? Why do we have to call them terrorists, okay? They have a different approach to the way things are going on in this country. And all of us know, and I would disagree with him. The killings did not start a few months ago. October, November, when we started civil action in this country, they killed Anglophones. And nobody said anything. The killings did not start in 2018. Or late 2017. So we should put everything in context. It's because they have deliberately decided not to talk to the people. It's because there is no political will to find a lasting solution to the problem. It's because they don't want us to discuss the problem. Mais le président de la République, le 31 décembre, a dit le gouvernement a apporté des solutions aux revendications corporatistes que vous avez posées en tant qu'avocat et enseignant. Et il estime que that is something which est résolu comme problème. That is something that I follow in the press and which is very deceptive. If you read the memo that we handed on the 28th of May 2015, the memo that we handed to the Prime Minister, a copy to the Minister of Justice, to the Speaker of Assembly, in the memo, when we enumerated the grievances of the lawyers in particular, we did mention that a federation would be the best form to address the issues which are being faced by the people of Southern Cameroon. It is there in the memo. We serve the authorities in this country. So they cannot reduce our memo to the issues that touch and concern teachers and lawyers. And even during the days of the consortium, in all our memos, we had stated that a federalism, a federation in this country would best address the problems. And whether we like it or not, whether it's in my lifetime or not, for this country to be one, we will get to a point where we will need to go back to the federal structure. If we don't go back to the federal structure, we will keep on having the kind of conflicts that we're having. The earlier we do that, the better. Justement, avant qu'on évoque cette forme, ce débat sur la forme de l'État, Faustin Dicam, réaction sur la sortie du cardinal Christian Toumi, qui estime que l'option militaire n'a fait qu'engendrer un cycle infernal de la violence sur le théâtre de la crise anglophone. Je crois que le cardinal Christian Toumi est dans sa mission. Le prélat a une mission de paix. Ouais, il ne peut pas accepter qu'il y ait de la violence, qu'il y ait une escalade de la violence perpétrée peut-être par des forces de sécurité publique, comme il le dit. Mais là où je ne suis pas d'accord avec le cardinal, c'est que il a omis de dire que si ces violences sont arrivées, c'est parce qu'au départ, ceux qui ont perpétré ces violences étaient des sécessionnistes, qui ont installé
un état de non-droit dans les deux régions méridionales du pays. Mais certains acteurs de la crise estiment que cette violence a commencé lors de la première sortie des avocats, c'était en 2016, et qu'ils souhaitaient justement manifester dans les rues pour revendiquer un certain nombre de solutions relatives à la condition des avocats d'expression anglaise, mais aussi aux conditions de vie des populations de ces régions anglophones. Mon excellent confrère émérite, Jean-Baptiste Sipa, a brillamment développé. Il a planté le décor à l'entrée de cette émission, en vous faisant comprendre que tous les anglophones ne sont pas sécessionnistes. Et si le gouvernement doit combattre les sécessionnistes, il faut les identifier. Et il est même allé plus loin pour vous dire que c'est des gens qui sont connus depuis les lendemains des accords sur la réunification de 61. Donc, ça veut dire concrètement que quoi? Ça veut dire concrètement que l'État, dans sa mission de protection des hommes et de leurs biens, a le devoir de restaurer, restaurer son autorité dans les parties du pays qui sont prises en otage par des terroristes, pas des sécessionnistes, pas des indépendantistes bien connus. Mais il ne faut pas faire l'amalgame entre ces sécessionnistes qui veulent prendre en otage les deux régions du pays et les revendications liées à la gouvernance des anglophones. C'est différent. Les problèmes que les anglophones, les avocats anglophones et les enseignants anglophones ont posés sont liés à la gouvernance. Et c'est ici qu'il faut donc discuter sur la forme de l'État. C'est ici qu'il faut peut-être voir s'il est question de passer au fédéralisme. C'est ici qu'il faut voir où en est-on avec la décentralisation. Vous avez fait venir des ministres ici dernièrement qui vous ont fait comprendre que oui, le chef de l'État a dit oui, il y a décentralisation, mais pour que cette décentralisation ait lieu, il faudrait qu'il y ait encore des mécanismes à mettre en place, il n'y a pas d'infrastructure et autres. Vous voyez donc que c'est des gens autour du président de la République qui bloquent le processus de décentralisation parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs privilèges. Justement, et c'est ça qui crée la confusion. Il y a un maire... Je voudrais finir. Je vous en prie, allez-y rapidement. Oui, quand vous faites le lien avec la crise que nous avons déjà dans la zone septentrionale du pays, vous vous rendez compte que c'est la population qui est la plus vulnérable dans tout cela. Et aujourd'hui, on envoie des Camerounais, et c'est ce que je veux vous donner aussi comme information ici, qui sont obligés, dans les régions qui ont été attaquées par Boko Haram, de créer des supérettes humanitaires. Vous avez entendu parler de ces supérettes qui vont être construites à l'intention des populations qui ont été aux prises avec la guerre dans ces régions du pays. Justement, au regard de cette crise humanitaire vécue dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, Aïssi Bessala, est-ce que le gouvernement mesure la gravité justement de cette vulnérabilité des populations prises entre deux feux, celui des assaillants séparatistes et celui de l'armée camerounaise? Je suis désolé de constater que entre les revendications professionnelles des enseignants et des avocats sont mélangés avec ceux qui portent des armes pour imposer leur point de vue. À partir de ce moment-là, le chef de l'État et d'autres ont bien défini que des sécessionnistes sont des terroristes. Mais maintenant, depuis que le débat a démarré, c'était comme si les revendications des enseignants et des avocats sont à rassembler avec les positions radicales, violentes des sécessionnistes et des terroristes. Est-ce que le gouvernement refuse d'entendre parler d'une revendication politique liée à un système fédéral au Cameroun? Le président, le gouvernement ne peut pas faire ça. Parce qu'au Cameroun, il y a près de 300 partis politiques. Ces 300 partis politiques, ils ont des programmes différents, sinon ils n'en seraient pas comme ça. Donc il y a le débat partout au Cameroun. Là où nous sommes là, vous m'avez présenté comme un militant du RDPC, j'accepte. Mais quand on écoute tout ce qui se passe, on se rend compte, les téléspectateurs doivent savoir que les autres ne sont pas du RDPC. Mais ils ne seront pas arrêtés, ils n'ont pas porté atteinte à la sécurité de l'État. Mais lorsque quelqu'un abandonne le terrain politique, démocratique, il dit qu'il veut
passer en force. Pas qu'il dit, il fait. Les cardinaux ne disent rien. Les défenseurs des droits de l'homme ne disent rien. Pourtant, on tue. Oui. On jette des bombes dans des écoles. Je voudrais ajouter, cher ami, que c'est du droit de chaque citoyen de dénoncer les exactions d'une armée dans un pays. Mais c'est aussi de notre devoir, en tant que journaliste, de pouvoir rétablir l'équilibre. Des sécessionnistes ont brûlé des écoles. Ils ont tué des membres des forces de sécurité. Qui a prononcé ils ce ont mot. décapité. Monsieur le journaliste, on a condamné. Là. Vous parlez non, personne ne dit non. Je suis c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Mais nous n'avons pas fini. Ils ont décapité. Faustin Dikam, permettez à Aïssi Bessala, permettez à Aïssi Bessala de développer. Permettez à Aïssi Bessala, je vous en prie, Faustin Dikam, permettez à Aïssi Bessala de développer son argumentaire avant que vous puissiez réagir. Non, moi je pense qu'il faut séparer les deux phénomènes. Les revendications professionnelles des enseignants et des avocats, largement entendues et entamées pour trouver des solutions. Je ne veux pas les réciter, tout le monde le reconnaît. Mais par la suite, on se met à brûler les écoles, à brûler le drapeau, à casser les maisons des gens, à tuer. Aucun avocat des droits de l'homme, aucun journaliste sérieux, aucun prélat n'a condamné fermement. Si, nous avons condamné. Vous faites un procès d'intention à la presse et aux avocats. Je voudrais, avant Faustin Dikam, je voudrais d'abord faire réagir Jean-Baptiste Sipa. Non, moi je veux me retirer. Parce que dès que je veux parler tout seul, même 2 minutes, vous avez assez parlé et les autres vont réagir. Je vous en prie, Aïssi Bessala, permettez. Soyez républicain, vous l'avez dit. Non, je suis pas républicain, je suis démocrate, mais je ne suis pas faible. Des Camerounais ont le droit de partager leur opinion. Dire quelque chose que le spectateur peut écouter, vous dites non, il ne doit pas conclure. Ils vous ont écouté. À quoi ça sert ici? Nous avons plusieurs axes d'émission. Permettez qu'on puisse poursuivre ce programme en toute sérénité. Jean-Baptiste Sipa, sur cette appréhension qu'a des militants du RDPC, ils estiment que lorsque les forces de l'ordre sont attaquées, lorsque des bâtiments publics sont incendiés, il n'y a aucune réaction de la part de la société civile, de la part des avocats, des journalistes, alors que quand l'armée veut défendre à nouveau le territoire camerounais, c'est là où il y a une levée de bouclier. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Non, je ne peux pas partager ce point de vue. D'abord parce que l'origine du mal, tel que je l'entends ici, n'est pas tout à fait exact. On a personne, avant octobre ou novembre 2016, on n'a vu personne dans les rues de Bamenda ou de Boya brandir une arme en disant que je viens pour demander la sécession. On n'a vu personne le faire. On a entendu des gens qui ont fait des revendications socio-professionnelles. Ça, tout le monde a entendu, tout le monde a vu. Ils ont manifesté dans les rues et ça, c'est le droit des citoyens. Maintenant, quelle a été la réponse? C'est comme ça qu'il faut commencer à analyser cette situation. C'est à partir de la rue. Et je vous ai dit que les sécessionnistes sont connus au Cameroun depuis 1961. Ils ont une organisation, je ne sais pas si c'est un parti politique ou un mouvement. Oui, mais ça existe, c'est connu. Mais ils n'ont jamais tué. S'il te plaît. Oui, ça c'est connu par le MINAT. C'est connu par les forces armées, c'est connu par le ministère de la Justice. OK? Maintenant, il y a des revendications catégorielles, socio-professionnelles. Le gouvernement répond à ces revendications par le mépris. Commence par arrêter les leaders pour les délégitimer aux yeux du peuple. À ce moment-là, les sécessionnistes qui sont en embuscade comprennent que c'est le moment d'agir. Eux au moins là, ils ont été plus intelligents que le gouvernement parce qu'ils savent ce qu'on appelle l'opportunité.
Ils ont vu une opportunité et se sont engouffrés dans cette opportunité. Lorsque le gouvernement choisit de répondre par l'armée, par la force, il engage cette situation dans ce que les soldats eux-mêmes appellent la riposte graduée. C'est-à-dire que toi tu insultes ma mère, j'insulte ton père. Tu me donnes un coup de poing, je te donne 2 coups de poing. Tu tires sur ton pistolet, je sors mon canon. Tu sors ton char, je sors ma bombe. C'est comme ça la riposte graduée. Mais ils disent qu'ils ont des agrégés en sociologie, en tout ce que vous voulez. Ils ne peuvent pas analyser une situation comme ça. Et là, qu'est-ce que le gouvernement avait à faire? C'est de sonner la fin de la récréation et de faire en sorte que les gens se parlent. De faire en sorte que les populations se détachent des sécessionnistes qui subitement se présentent comme leurs sauveurs. Mais le président de la République estime qu'il y a eu des délégations qui ont été envoyées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour discuter avec les populations. Mais le chef de l'État a envoyé sur le terrain des élites illégitimes. Des élites qui n'avaient aucune légitimité aux yeux du peuple. Vous savez, moi je viens de parler de l'opportunité. Lorsque le chef de l'État a demandé qu'on libère les leaders du consortium dont faisait partie M. Agor, ça c'était l'opportunité ou jamais pour mettre fin à cette histoire. Le chef de l'État n'avait qu'à déléguer là-bas son premier ministre ou son ministre de la Justice en compagnie des leaders qui venaient d'être libérés. Ils allaient aller sur place et dire que nous voici, on nous a libérés, venez, on va dialoguer, qu'est-ce que nous on veut, qu'est-ce qu'on demande au gouvernement. C'était ça. Mais quand vous libérez les gens, ils arrivent sur le terrain, ils commencent à parler aux populations et les populations se mettent à les menacer, à brûler leurs maisons. Ça veut dire que vous les avez délégitimés. Ensuite, vous les larguez là, vous dites que bon, allez, c'est pas comme ça qu'un gouvernement doit faire. Et la dernière réaction, vous libérez des gens qui sont revendiqués. On dit, nous voulons dialoguer à condition que vous libériez nos leaders. Quand vous sortez les leaders, envoyez votre propre émissaire conduire ces leaders devant leur population en disant, voilà, nous vous avons amené vos leaders. Maintenant, asseyons-nous, parlons. Justement, le gouvernement a réagi à la dernière sortie du cardinal Toumi, son porte-parole, ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, a, sur France 24, exclu tout dialogue avec les séparatistes anglophones. Maître Congo Agbo, vous qui avez appelé à un dialogue avec tous les acteurs et toutes les parties prenantes, comment vous appréciez cette sortie du gouvernement? Well, the first thing I want to put on record is that we condemn violence. We have condemned violence from both parties. Nobody would justify the killing of gendarmes. We are not sitting here to say that it's good to kill gendarmes. No. Ce sont nos soldats. We condemn killings from both sides. And that is something that we have to put it on record, contrary to what he said. We've said it several times, and I want to use this opportunity to say we condemn the killings of Cameroonians. Be they from the southern Cameroons or from all gendarmes. Everybody, nobody would support that. Mais qu'est-ce qui explique le fait qu'il y a eu cette radicalisation sur le théâtre de la crise? Well, the problem is that the tension, the marginalization, the suppression must always existed, even during the days of the consortium. To be honest, the most level-headed Southern Cameroonians or Anglophone is disappointed with this country. Let's not pretend. Even some of them who are in the ruling party, it's just that they cannot say it. What you see on a daily basis, you know, the way, I'll give you an example. You send police officers and gendarmes in Boya. They speak only French. They control me at night. The guy speaks in French. And I talk to him, can you just, parce que ce sont les petites choses qui comprennent en français. Ah, je parle en anglais, il parle en français, il comprend rien. How do you send him to a place when there's tension, somebody who cannot communicate? So because of a small misunderstanding, you understand, we can have a fight, which is not necessary. When you come back to somebody like Issa Chiroma, if I were to do a list of the people who caused this crisis to be where it is, there is Issa Chiroma, there is Laura Eso, there's Fabien Dongo, there's Atang Anji, amongst others. Qu'est-ce que vous reprochez à ces membres du gouvernement? Pourtant, ils ont été au devant de la scène pour résoudre la crise. When the problem started, they had the golden opportunity to find a solution. When a minister in charge of communication goes on TV and says there's no Anglophone problem, you insult at least 8 million Anglophones in this country. Yeah, sure. When the president acknowledges that there's a problem, okay? When we are having a meeting with the prime minister in Bamenda, we leave Ayaba at the same time Eso and Chiruma and Co are giving a press conference stating that there's no problem. If the Minister of Justice
when we submitted our memo in May 2015, had looked into that memo, had addressed the problems of the memo, we might not be where we are today. So when Issa Chiruma says that he will not dialogue with terrorists or secessionists, that's his words, I say that he would dialogue with them. We would have to talk to them. This country would have to talk to each and every citizen of his. Because you cannot sit and determine that you will not talk to a particular group of persons. Don't forget that they talked to Boko Haram. Not so? People who committed the coup d'etat, they spoke to them. Why don't you invite them? If you believe that you have a stronger case on unity, the indivisibility of the country, why don't you call everybody on the table? Sit down. We are Cameroonians, okay? Don't mind what's happening. We are Cameroonians. Can we find a holistic solution that will be good for everybody? I think it will end up being a win-win. But this bravado that I am in government, I cannot talk to you, it will not work, okay? Because you don't talk to them, we have instability in the southwest and the northwest. So why not you sit on the table? And I urge Mr. Biya, the president of this country, to ensure that we have an all-inclusive dialogue. Justement, a dialogue where everybody will sit on the table and talk about the form of the state. Parmi ces séparatistes dont le gouvernement refuse de dialoguer avec ces séparatistes, il y a bien sûr ceux qui étaient activement recherchés par le gouvernement et arrêtés depuis quelques semaines au Nigeria. Vendredi dernier, des chaînes d'information françaises ont affirmé que le leader du mouvement séparatiste, Sissikou Ayouk Tabé, et son état-major ont été escradés vers le Cameroun. Affirmation sur des chaînes d'information françaises. Faustin Dikam, vous qui êtes introduit dans le sérail, vous qui êtes journaliste d'investigation depuis de nombreuses années au Cameroun, quel crédit accorder à cette affirmation sur l'extradition de ces leaders ambazoniens? Il y a beaucoup de précipitation dans cette information. Le gouvernement, ni le gouvernement nigérian, ni le gouvernement camerounais n'a dit de façon officielle que Sissoukou et ses comparses ont été extradés pour que cela fasse l'objet des analyses ou d'une information relayée par des médias sérieux. Non, je pense que nous devons continuer à respecter les canons de notre profession. Le recoupement qu'on fait dans cette affaire montre bien que ces gens n'ont jamais été extradés sur le Cameroun. S'ils avaient été extradés ici, nous le saurions, vous et moi. Parce que nous avons des méthodes de notre profession pour le savoir. Mais jusqu'ici, nous n'avons aucune preuve qu'ils ont été extradés. Et je vous l'ai dit d'entrée, ni le gouvernement nigérian, ni le gouvernement camerounais, de façon officielle, n'ont relayé une telle information. Donc pour moi, comme journaliste, je continue à penser qu'ils sont au Nigeria. Justement, cette information concernant l'extradition des leaders du mouvement ambazonien arrêtés au Nigeria il y a quelques semaines alimente les conversations au Cameroun. Jean-Baptiste Sipa, comment vous réagissez face à ces chaînes françaises qui affirment qu'ils ont été extradés au Cameroun? Je dirais pas ce que je pense de ces chaînes françaises, parce que moi-même je suis journaliste, mais je peux vous dire que à mon niveau, il s'agit d'une rumeur. Enfin, de mon point de vue, il s'agit d'une rumeur. Les gouvernements qui peuvent donner une information crédible sur cette affaire, c'est le gouvernement nigérian et le gouvernement camerounais. Bon, et je ne suis pas certain qu'il y ait des accords d'extradition signés entre le Cameroun et le Nigeria. Et sans compter que si les deux pays qui sont membres des Nations Unies et membres de l'Union africaine avaient ce type de tractation à faire, et ça ne se ferait pas en secret. Ben, si ça se fait en secret, ça veut dire que c'est déjà autre chose. Puisque ces organisations stipulent que pour extrader, nous sommes dans un contexte politique, pour extrader quelqu'un que vous avez arrêté sur un territoire, dans un autre territoire où il peut être jugé, il faut avoir la garantie qu'il sera jugé conformément aux normes et aura droit à un procès équitable. Donc il y a des conditions qui sont posées. En tout état de cause, si les deux gouvernements ne font aucune annonce, nous devons considérer ça comme une rumeur. Mais je voudrais que tu me permettes de revenir en arrière sur une chose.
sur la réponse que M. Chiroma donne au cardinal Toumi. Quand M. Biya laisse Issa Chiroma donner ce type de réponse, ça veut dire que M. Biya, contrairement à certaines choses que j'entends dire ici, est d'accord avec cette fausse analyse de la situation qui veut absolument imposer aux Camerounais que les anglophones, le LES là, c'est un article, en français on dit que c'est l'article défini universel. Donc il n'y a pas d'exception. On veut nous dire que tous les anglophones du Cameroun, au moins ceux qui résident dans cette partie-là, parce qu'il y en a dans toutes les parties du Cameroun aujourd'hui, sont des sécessionnistes. C'est ça, le gouvernement camerounais affirme urbi et orbi que tous les anglophones sont sécessionnistes. Parce que c'est à ça que renvoie la déclaration de M. Issa Chiroma. Donc, il faut les écraser tous pour préserver l'intégrité de notre territoire. Alors, ce territoire doit être habité donc finalement par qui? Il ne faut quand même pas qu'on prenne tous les Camerounais chaque jour comme ça pour des petits-enfants. Et puis quand on veut tout le temps nous dire que le président a été trompé. Mais le président, c'est le chef. Qu'est-ce que le chef fait? Le chef ordonne. Le chef contrôle. Le chef sanctionne. S'il ordonne, vous ne faites pas ce qu'il dit. Au moment de contrôle, il s'en aperçoit. Il faut qu'il vous sanctionne en vous enlevant. Maître d'abord a raison de dire que ceux qui ont exaspéré cette situation, qui ont transformé l'expression d'une exigence de gouvernance en situation de guerre civile, sont 3 ou 4 membres du gouvernement qui sont connus. Justement. Donc certains avaient même sous leur coude toutes les revendications, tout le catalogue des revendications des anglophones. Ici, Bessala, sur cette situation concernant les régions anglophones, avec ces informations non officielles sur l'extradition des leaders ambazoniens qui est attendue par certains au sein du gouvernement comme une victoire et comme une nouvelle étape dans la neutralisation des assaillants séparatistes, comment pensez-vous qu'on peut sortir de cette impasse observée dans cette crise anglophone? Je crois que Dieu est avec nous. Parce que si les cuves qui contiennent le carburant à Douala avaient sauté quand les terroristes avaient tenté de faire exploser cela, on n'allait pas être ici en allant à gauche, à droite, au lieu de voir exactement où il y a des problèmes. Les revendications professionnelles, c'est dans la démocratie, c'est normal. Mais lorsque on pose des bombes, pas n'importe où, dans des écoles, nous menons ce débat comme si c'était rien. Je suis stupéfait. Et on se contente de se mettre à la place des spécialistes de la sécurité, c'est-à-dire des soldats qui ont été formés. On leur donne des leçons de stratégie, comment on lutte contre des terroristes. Je suis encore stupéfait. Tout ce que je peux dire est que je ne suis pas un spécialiste de la défense de la sécurité. Alors, si le gouvernement, un membre du gouvernement parle, je n'ai aucun moyen pour dire que ce qu'il dit c'est faux. S'il y a donc quelqu'un ici, comme vous semblez donner des leçons à tout le gouvernement, mais que quelqu'un nous dise où ils sont. Les gens qui ont animé et qui animent une bande de terroristes pour tuer, on fait ce qu'on fait là. On s'amuse avec qui? Je vous dis, si les cuves qui contenaient des carburants sautaient à Douala, même ici, tout allait partir. Hein. Comment mettre fin à cette crise? Le gouvernement a choisi l'option de sécuriser les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On voit qu'il y a plutôt une crise humanitaire qui non, c'est toi qui dis. Hein. Moi, je ne vois pas la crise. C'est le HCR qui dit avoir enregistré près de 10 000 Camerounais qui ont trouvé refuge au Nigeria, essentiellement des enfants, parmi lesquels des garçons et des jeunes femmes qui sont exposés à une situation alimentaire qui est assez difficile selon le HCR. Comment mettre fin à la crise, selon vous, Aïssi Bessala? Comment on met fin à 45 000 Nigérians qui sont dans des camps de réfugiés au Cameroun? Comment on fait? Est-ce que c'est les 10 000 Camerounais supposés
qui sont à l'extérieur, qui sont des êtres humains et on doit se plaindre pour eux. Mais les 45 000 Nigérians qui sont dans des camps ici depuis longtemps, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et je repose la question. Qu'il y a des Camerounais qui ne vont pas à l'école dans les régions anglophones, qu'il y a des activités économiques qui tournent désormais au ralenti. On parle aussi de cela. Comment apaiser les tensions dans ces régions? Devant les terroristes, il ne peut pas avoir de dialogue. Les terroristes, c'est des gens qui ont choisi la voie radicale, violente. On ne peut pas se mettre dans une salle avec les terroristes, peut-être même la bombe va sauter là. Aucun pays du monde qui est confronté à ce phénomène des terroristes, ils n'ont jamais fait des concessions dans une salle avec les terroristes. Les terroristes n'accepteront jamais. Donc je crois qu'il ne faut pas faire semblant. Si nous voulons que la démocratie au Cameroun continue, l'année 2018, c'est l'année des élections. Il faut que les gens préparent les élections, que les gens s'inscrivent, qui poussent les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales. Et ceux qui sont les meilleurs défenseurs du peuple, le peuple va les choisir. Et il y aura une solution. Donc pour vous, c'est les élections qui doivent déterminer la solution à la crise anglophone? Non, j'ai dit que la crise anglophone qui est dans l'aspect des violences, des terroristes, il n'y a que l'armée qui peut répondre. Justement, Maître Akbor Congo, face à cette pensée d'Aïssi Bessala sur les tensions dans les régions anglophones, il faut être intraitable, aucune négociation avec les assaillants séparatistes qui ôtent la vie aux Camerounais et qui, selon lui, causent la plupart des exactions dans ces régions anglophones. Moi, je suis choqué pour entendre un cadre de RDPC dire des choses comme ça. 10 000 Camerounais sont au Nigeria et tu dis que ça ne sert à rien parce qu'il y a 80 000, 40 000 Nigériens ici dans le camp réfugié au Cameroun. Ce n'est pas la même chose quand même. Nous sommes les Camerounais et nous, on doit être serrés. There are 10,000 people. It's a large number. It's a humanitarian catastrophe. We need to find a solution. And if the solution would come through dialogue, then why don't we talk to each and everyone? When you start brandishing everybody secessionists or terrorists, like what Mr. Sipa said, do you mean that everybody in the southern Cameroon is a secessionist or a terrorist? Has the government attempted to dialogue with those who are supposedly not terrorists? Has the government attempted to dialogue with those who are clamoring for federation? The government has not dialogued with anybody in the southern Cameroon. So for them to say that they cannot dialogue with the people because everybody is a terrorist is intellectually dishonest. Who have they tried to dialogue with? Why should they not dialogue with everybody? You want a solution. There is a problem. We are facing a problem, not so? The southwest and northwest literally granted. It's affecting the whole Cameroon. And I'll tell him something. You know, when you follow what happened during the period of Nazi Germany, there is a famous saying, they came for the Jews. I was no Jew. I did nothing. They came for the communists. I was no communist. I did nothing. They came for the Christians. I was no Christian. I did nothing. But when they came for me, there was nobody to speak for me. Today is these 10,000 refugees. Today is in the southwest and the northwest. It doesn't concern you. Someday it will get to Douala. It will get to Yaoundé. It will get to your village. And there will be nobody to speak for you. We have to speak. Be it Anglophone or Francophone. I am not speaking because I am an Anglophone. I think that there's a problem in this country that we need to find a solution. We need to sit on the table, hear them, listen to them. If you have a better argument, convince them that this independence that you are clamoring for is not the best. We can build a nation together, not so. We can at least start with a federation. Because the issue of decentralization, we have passed the stage of decentralization. 18 January 1996 Constitution till today. Est-ce you que cannot be taking us back là to decentralization? le tabou de ce dialogue politique que revendiquent les acteurs de la société civile et les hommes politiques, le tabou sur la forme de l'État que le gouvernement refuse d'entendre parler dans quel que soit le dialogue politique. Jean-Baptiste Sipa, est-ce que vous avez la même perception? Disons que, de mon point de vue, la forme, le débat sur la forme de l'État ne peut pas empêcher le dialogue social au Cameroun. Prenons le gouvernement, qui est un gouvernement de parti en démocratie,
le gouvernement est un gouvernement de parti. Le gouvernement n'est pas l'État. Et le gouvernement ne peut pas empêcher les Camerounais de discuter de la forme de leur État. Parce que c'est la nation qui donne une forme à l'État. Et le débat sur l'État fait hier peut changer demain. Tout dépend de la manière dont l'État évolue. Nous sommes partis de deux territoires coloniaux à une nation réunifiée. La réunification et ses institutions fédérales et fédérées, c'était une forme de l'État. On est parti de cette forme de l'État à la forme unifiée de l'État. Ce n'est pas parce que le gouvernement a pris des décisions unilatérales que ça fait loi. Normalement, c'est la nation, quelles que soient les modalités du débat, c'est la nation qui doit débattre de sa forme de l'État. Et il ne peut pas être interdit. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui nous sommes un État unitaire, la décision est définitive, on ne reviendra plus jamais, parce qu'on ne sait pas comment va évoluer le Cameroun demain. Vous comprenez? Donc, oui, c'est quelque chose que l'État ne peut pas nous interdire. Et ça, l'État ne peut pas, le gouvernement ne peut pas utiliser cet argument-là pour empêcher qu'il y ait un dialogue dans la société. Faustin, chef de l'État, dos au mur face à cette escalade de violence, regain de tension, va-t-il céder à ces appels à l'ouverture d'un dialogue politique? Il n'a jamais été contre le dialogue. Je crois que dans son dernier discours à la nation, le 31 décembre dernier, il a encore évoqué cela. Mais son problème, c'est qu'il ne veut pas dialoguer avec des gens qui prennent les armes contre le pays. Voilà le problème du président Biya. Et c'est ici que je dis, lorsque nous venons à une émission, nous devons apprendre à être sérieux. Les gens sont en train de mourir dans le territoire. Des forces de sécurité publique sont en train d'être décapitées. Les gens perdent leurs biens. Les gens sont déplacés. Et on vient ici là faire du cinéma. Il faut faire très attention. Nous ne sommes pas ici pour une mise en scène. Il s'agit d'un sujet sérieux. Les populations du nord-ouest et du sud-ouest doivent se lever comme un seul homme pour dire non au mouvement indépendantiste et sécessionniste et dire oui à un dialogue inclusif social. Nous devons retourner au dialogue social. En ce qui concerne la gouvernance, et ainsi de suite, on peut en débattre. Mais d'abord, des gens qui viennent avec un autre agenda que celui des anglophones, parce qu'ils sont sécessionnistes ou indépendantistes, pour créer du désordre et tuer des gens, amener les gens à être déplacés, où on se retrouve avec une escalade de la violence de part et d'autre, une armée qui tire et de l'autre côté des indépendantistes qui tirent, je dis non. Vous connaissez très bien l'histoire des Marouines et des Anglais. Vous connaissez bien l'histoire des Basques et des Italiens. Vous connaissez l'histoire des Corses et des Français. Comment est-ce que cela a souvent été géré? Donc je dis que nous devons dire non à la violence, non à la guerre, mais oui à un débat citoyen. Justement, sur la forme de cette préoccupation des régions anglophones pourrait être inscrite à l'ordre du jour des agendas non officiels des présidents africains qui sont au 30e sommet de l'Union africaine. Officiellement, le thème retenu par l'Union africaine est « Gagner la lutte contre la corruption, un chemin durable vers la transformation ». Le continent africain qui fait face à ce fléau qui mine sa volonté de s'industrialiser. Maître Agbor Congo, la corruption en Afrique, un sérieux problème pour le développement et l'épanouissement des populations. Yeah, corruption is the biggest problem that is facing the continent from all angles, political, socio-economic, and it affects the human rights, it affects elections, it affects everything. If you look at corruption in Africa, Cameroon and all the other countries in Africa, it is the reason why we are where we are. And it's the reason why some heads of state can insult us as a people because of the corrupt practices that we have in our countries and in the continent. If the AU cannot put a stop, cannot help in fighting corruption in Africa, then we are always in a problem. I'll give you an example. If somebody is politically corrupt, he rigs an election and he goes to office. Not so. Whatever he does, it's not legitimate.
meaning that he would have to perpetuate his stay in office on the corruption. And I am one of the people I've argued with, following what Professor Kale has written, that grand corruption should be elevated to a crime against humanity. Because if for example, you have £1 billion francs to build a hospital, and you siphon the money, and then 10,000 people die as a result of the fact that they don't have a hospital, is it different from somebody who takes up arms and kills 50 people? We need to be serious with corruption in the continent. I will bring it back into this country, Cameroon. That is the biggest problem we are facing. Right. This is a country which has endowed with natural resources, human resources. Cameroonians are one of the most intelligent people I've seen in my entire life. But look at where the country is. Everything you do, it's a kickback. The gendarmes would arrest you in Boya. They would tell you that if you don't want them to send you to Yaoundé, you would pay 500,000. And that is what they do. They extort money from the people. That is corrupt practice. You give the average person the impression that Yaoundé is an area where if he goes there, they will torture him, not so. So you pay 500,000. Imagine the number of impoverished families who are forced to pay that kind of money. Imagine the people who live in this country who cannot afford a daily meal because a minister, a DG, a director of a corporation siphons money that can construct the entire road to acquire. It's a very serious issue that we have to address. Justement, cette Union africaine composée des chefs d'État dont les mandats présidentiels sont remis en cause avec des zones de conflit qui se multiplient sur le continent, l'Union africaine peut-elle elle-même lutter contre cette corruption? Non, l'Union africaine peut faire des affirmations. C'est dans son rôle. L'Union africaine peut même prendre des résolutions. Comme tu connais la charte africaine de la démocratie et des élections, bon, qui n'est pas appliquée, mais qui existe, n'est-ce pas? Voilà des choses que l'Union africaine peut faire. Mais c'est aux États, aux gouvernements nationaux. Ça ne sert à rien d'aller se réunir pour faire de grandes affirmations, pour condamner. Je suis sûr que si le Cameroun va à ce sommet, le Cameroun sera parmi les pays qui vont proposer les meilleures mesures contre la corruption. Mais nous sommes, je ne reviens pas sur le classement de Transparency International, comme je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais ajouter tout simplement un exemple à ce que Maître Agbor vient de donner, pour montrer jusqu'où la corruption est la grande plaie de notre pays. Quand le gendarme vous arrête, il vous dit que si vous ne donnez pas 500 000, je vous transfère à Yaoundé. Quand vous donnez 500 000, il vous relâche. Oui. Si vous avez tué quelqu'un, si vous avez commis un crime passionnel, il dira la même chose. Et au lieu de vous faire arrêter et juger, il va prendre les 500 000 francs et il va vous laisser partir. Vous comprenez, non? Bien. Quand on a arrêté les leaders du forum, nous avons bien entendu des rumeurs retentissantes qui disaient que certains d'entre eux avaient été arrêtés parce qu'ils ont refusé d'ouvrir la mallette qui était posée à côté sur une table dans le coin. Vous ne pouvez pas nier ce genre de choses parce que vous n'êtes pas capable de prouver le contraire et vous savez que ce sont des choses qui se font. Voilà comment fonctionne notre pays en la matière. Mais s'il te plaît, je voudrais que tu me donnes 1 minute de mon temps. 1 minute pour revenir en arrière. Puisse avancer. Parce que tout à l'heure, je n'ai pas bien entendu les solutions que nous avons proposées. Nous avons critiqué, mais je n'ai pas entendu les solutions. Et moi, j'ai une petite solution concernant la crise anglophone, qui ne peut plus être résolue avec des discours, même avec les affirmations du chef de l'État. Nous avons la preuve que quand le chef de l'État affirme quelque chose, dans les pays normaux, quand il parle, ça devient un ordre. Et quand ça devient un ordre, les ministres concernés par cet ordre doivent en assurer l'implémentation. Quelle solution, en quelques mots, je vous en prie. Alors, je pense que là où on se trouve aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie d'un dialogue de base d'abord. C'est-à-dire, je ne vois pas comment le gouvernement peut même organiser un dialogue sur le plan national concernant la crise anglophone. C'est un dialogue qui ne peut plus se faire que par étapes. Et moi, je vois maintenant 2 étapes.
la première étape, c'est de mettre à contribution tous les chefs traditionnels et les maires des communes pour, évidemment, ce qui suppose qu'on arrête l'affrontement armé, ce qui suppose qu'on retire l'armée du champ. Et on demande à tous les chefs traditionnels, à tous les maires, de convoquer ces populations, de les faire revenir de la brousse, de les sortir des églises et tout ça, de les faire revenir, et d'isoler. Parce que le dialogue doit commencer par... Il faut que les populations disent aux sécessionnistes que nous ne sommes pas d'accord pour la partition de notre pays. Nous voulons la décentralisation, ou nous voulons la fédération, mais nous voulons vivre en paix dans le Cameroun uni. Ce dialogue-là, aujourd'hui, ça ne peut plus se faire qu'au niveau des chefs traditionnels, là, des rois, qui ont encore une certaine légitimité aux yeux du peuple. Et des maires qui sont élus. Hein, sont à la base. Une fois que la situation est arrangée à ce niveau-là, les questions de gouvernance, à ce moment-là, ces gens-là peuvent envoyer des délégués pour négocier les questions de gouvernance au niveau des régions. Précisons et puis au niveau oui, de la nation, parce qu'en fait, en dehors de cette exaspération provoquée par le gouvernement même de M. Biya, les problèmes de gouvernance posés par les anglophones du nord et du sud sont des problèmes posés par l'ensemble du Cameroun. Et comme dit Maître Agbo, c'est peut-être eux aujourd'hui, mais demain, ce sera là-bas à l'est où on a déjà des Centrafricains qui font absolument ce qu'ils veulent sur le territoire du Cameroun. Justement, ces problèmes de gouvernance qui sont également à l'ordre du jour au 30e sommet de l'Union africaine, à Issy Bessala, le nouveau président en exercice de l'Union africaine sera Paul Kagame du Rwanda, réputé pour avoir mené une lutte contre la corruption dans son pays, qui est classé parmi les 10 pays les mieux gouvernés dans le monde. Est-ce que son arrivée à la tête de l'Union africaine peut impulser une nouvelle donne avec les réformes qui sont attendues pour l'institution panafricaine? Si je peux enfin dire un mot, je dirais une seule chose. Quand on parle de corruption, il y a le corrupteur et le corrompu. Si on veut lutter contre la corruption, il faut choisir. Est-ce qu'on doit d'abord lutter contre le corrupteur ou bien on va d'abord lutter contre le corrompu? Il ne peut pas avoir de corruption s'il n'y a pas de corrupteur et de corrompu. Deuxièmement, vous prenez l'exemple d'un pays souverain, le Rwanda, mais personne ne dit qu'au Rwanda, il n'y a pas de démocratie comme au Cameroun. Ça, personne ne le dit. Que ce soit n'importe quel organisme qui lutte pour les droits de l'homme, quand tu es contre Kagame, même si tu es où, il envoie des gens te tuer et rien ne te fait. Vous faites un procès d'intention au président Paul Kagame. Il y a quand même des indicateurs en matière de développement humain, de matière de développement social, qui place le Rwanda parmi les pays les mieux gouvernés. Les bâtiments, les rues, mais je vous assure qu'il y a des pauvres là-bas. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de parler comme nous parlons comme ça. Il faut le dire. Ce n'est pas un procès d'intention. Les procès qui sont ici, c'est OK, comme c'est contre le Cameroun, et que seul il doit parler. Celui qui veut être contre, on lui refuse la parole. Allons-y. Justement, le président Donald Trump, pour rester dans cette actualité africaine, a adressé une lettre au chef d'État africain. Le président américain a déclaré que les États-Unis respectent profondément les Africains. Vous vous souvenez qu'il y a eu une bourde attribuée au président américain sur le fait que les présidents africains les États africains sont des pays de merde, pour reprendre ces mots, et aujourd'hui, il adresse une lettre qui est adressée au chef d'État africain pour le 30e sommet de l'Union africaine. Il dit que les États-Unis respectent profondément les Africains. Il a envoyé la lettre par qui? Je pense qu'il ne s'agit pas d'une lettre sincère. Ce n'est pas une lettre sincère. Ce matin, avant que je ne vienne à cette émission, je regardais... Messieurs, je disais tantôt que la lettre de Donald Trump n'est pas sincère à l'endroit des Africains. Quand je venais à cette émission ce matin, je regardais sur la toile une autre émission tournée par une chaîne de télévision américaine qui montrait que pendant la campagne
de Donald Trump, il faisait la promotion du racisme. Pendant la campagne de Donald Trump, il lui est arrivé, et cette chaîne de télévision américaine montrait, avec image à l'appui, comment il chassait un noir et lui disait « Va rentrer dans ton pays et va chercher du travail là-bas ». Alors, s'il y a un monsieur comme ça, après les déclarations qu'il a fait, se permettre une autre lettre, c'est juste pour continuer à amuser la galerie. Je voudrais revenir sur la corruption, pour dire qu'au Cameroun particulièrement, la corruption est devenue un cancer social. Il me souvient qu'en janvier 1983, je dis bien janvier 1983, lorsque le président Biya accorde sa première interview au quotidien camerounais Cameroun Tribune, il disait là-dedans que la corruption était une vermine qu'il fallait combattre avec la dernière énergie. Mais 35 ans après, plus de 30 ans après, on s'est bien rendu compte qu'il a mis en place une batterie de mesures pour lutter contre la corruption. Il y a même des institutions de lutte contre la corruption qui se chevauchent. Il a même mis sur pied la célèbre opération que la presse a baptisée l'opération Épervier, où on arrête des ministres et autres gestionnaires de la fortune publique qui sont en indélicatesse avec l'argent du contribuable. Mais ça n'a pas réussi à résoudre le problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc faire en ce qui concerne le Cameroun? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi on arrête les gens et les autres continuent à voler comme si rien ne se passait? Est-ce que c'est une question de gouvernance, c'est une question de politique publique. Justement, Maître Agbor Congo, cette malgouvernance observée en Afrique, est-ce que ce n'est pas cela qui suscite ce manque de respect que l'on a à l'endroit des Africains quand il s'agit des chefs d'État occidentaux? One of my famous lecturers, Batebison, who died, normally says, if somebody shows you his palms like this, look at what he's not showing you. I followed what Donald Trump said. It's very disheartening. I feel bad as an African. But I asked myself a question. Why would Donald Trump say that? If not of the bad governance we have in this continent, why would people be getting into the high sea to go to Italy? Why would people be enslaved in Libya? There is something that is not right in this continent. I attended a conference in South Africa organized by the AU on governance. There's a problem. If you look at Cameroon, Nigeria, Sierra Leone, Rwanda, it's a problem of bad governance. That is the bane of the problem in this continent. If you look at the Anglophone crisis, it's a reflection of bad governance. Corruption, bad governance. And if we don't put our house in order, the other people would always look upon us as second-class citizens. Because I don't understand how you embezzle money in your country and you probably go and build a hospital in a foreign country when you don't have hospitals in your country. Not so you embezzle monies in your country, you put it in a bank in a country where they have better roads. If we don't stop it, as Africans, nobody would respect us. And I think that we have to hold our governments accountable. Justement, we have to hold the African Union accountable. Comment l'Union africaine peut-elle mettre les pays africains sur le chemin de la bonne gouvernance? Quelles réformes faut-il activer pour pouvoir... The problem with the African Union is that it's a club of old boys. Ce sont les mêmes gens. Ce sont les gens qui violent les élections. C'est un syndicat. Ce sont eux. Ce sont eux qui bouffent l'argent du pays. Donc ce sera difficile pour eux pour changer l'Afrique. We need a new mindset in this continent. Meaning that we need to look at, you know, I don't have a problem with the age, but if you look at the continent, I think the biggest problem is coming from people from a particular age. So we need a new class of politicians. We need a new class of leaders in this continent who would have the love and not the love of Africa and not the lust of the world of Africa at heart. If you were driven by the lust of world, you would never reform the country. So I think that the new presidents that we are having in Africa, they are a bit younger, they are more African oriented. We hope that they can midwife the African Union to be a more responsible and accountable organization for its citizens. Alors justement, comment faire émerger ce nouveau leadership sur le continent africain, Jean-Baptiste Sipa, au regard de cette volonté manifeste des chefs d'État sur le continent de se maintenir au pouvoir au-delà de la volonté des peuples, en brandissant les résultats de développement économique et social qui restent encore mitigés? La programmation des intérêts néocoloniaux a fait en sorte que nous ayons des chefs d'État non désignés par le peuple.
le système a reproduit les successeurs de ces chefs d'État et ça continuera comme ça jusqu'à ce que l'un d'entre eux atteigne un niveau d'indignation qui lui permet de dire que mon pays doit changer et qui accepte de laisser s'épanouir la démocratie qui va permettre le renouvellement de la classe politique. Parce que le renouvellement de la classe politique ne peut pas se faire par décret. Et lorsque des gens décident de mourir au pouvoir, ils ne peuvent pas permettre que le renouvellement de la classe politique se fasse quand eux, ils sont là. Parce que le renouvellement de la classe politique, dans un système de gouvernement où l'État est privatisé par les individus, fait que dès que la classe politique est renouvelée, ceux qui sont là doivent partir. C'est mécanique. Donc vous ne pouvez pas laisser un boulon se dévisser en sachant que si ça se dévisse, vous allez tomber. Voilà le problème. Et c'est comme ça dans tous nos pays, en particulier les pays francophones. Combien on a changé de chef d'État au Ghana depuis les indépendants? Le Ghana était indépendant depuis les indépendants. Combien? Enfin, disons depuis les années 90. Vous voyez combien on a changé de régime au Ghana et combien on en a changé au Cameroun. Alors, des gens qui sont au départ programmés pour défendre certains intérêts prennent goût au pouvoir, s'enracinent sur place et pensent qu'ils ne doivent pas partir. D'autant plus que la gouvernance instaurée fait en sorte que si tu pars dans des conditions normales, tu dois rendre compte. Alors, comment on peut changer? Pour changer, il faut qu'il y ait l'ère démocratie arrive. Voilà. Justement, Faustin Dikam, comment améliorer la gouvernance sur le continent africain et mettre fin à la corruption qui gangrène plusieurs pays, en particulier le Cameroun? Il faut que nous-mêmes nous apprenions à améliorer notre façon de voir le monde. C'est-à-dire que notre façon même de nous autogérer. Parce que c'est ça le problème. Nous sommes un dimanche, je voudrais répondre à cette question par ce passage d'Ecclésiaste qui dit qu'il y a un temps pour tout. Nous devons apprendre qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour gouverner et il y a un temps pour dire ça suffit et passer la main aux autres. Si nous le comprenons comme ça, simplement, les choses vont aller tout seules. Maître Aïssi Bessala, je vous en prie, sur la situation du continent, qui est un continent classé parmi, dont les pays sont les mal classés dans la liste des pays les plus corrompus, avec les questions de mal-gouvernance, avec un développement humain qui reste relativement bas. Comment mettre fin? Comment améliorer le quotidien des populations? Il faut profiter des espaces de démocratie, de libre expression qui existent au Cameroun pour petit à petit éduquer les gens. Je vous ai dit que la corruption a deux faces, le corrupteur et le corrompu. Vous ne pouvez pas vous acharner simplement à celui qui a reçu l'argent, vous laissez celui qui donne. Ce n'est pas une bonne lutte. Donc il faut, puisqu'il y a l'espace de liberté d'expression, il faut utiliser, mobiliser ce que certains appellent le peuple. Je ne sais pas qui a ce peuple-là, pour qu'ils s'inscrivent régulièrement sur les listes électorales et qu'ils aillent voter. Sauf s'il y en a qui croient que c'est un coup d'État qui va venir régler le problème, donc un coup de force. Il n'y aura jamais de coup d'État ici. Merci, messieurs. Maître Akbor Congo, qui est avocat au barreau du Cameroun, président de l'association des avocats du département du FACO et qui dirige un centre africain pour les droits de l'homme, la démocratie. Faustin Dikam, directeur de publication de la Tribune d'Afrique. Également sur ce plateau, Jean-Baptiste Sipa, éditorialiste, et Aïssi Bessala, cadre politique du RDPC. Messieurs, merci d'être venus sur ce plateau de droit de réponse. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Equinox Télévision. Equinox Télévision.